Eh bien, je vous propose de commencer ce webinaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous sur ce webinaire qui vous est proposé par votre service de santé au travail Efficience. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une journée un peu particulière, c'est-à-dire nous sommes dans la journée de la prévention en action, les rencontres santé au travail. Donc, ces journées sont réalisées à l'échelle nationale. Donc, tous les services de santé au travail sont mobilisés via le réseau Présence. Et il nous tenait à cœur, en tant qu'Efficience Santé au Travail, de convier nos adhérents à divers événements tout au long de la journée, donc des webinaires en particulier et des actions au niveau de nos centres de santé au travail. La thématique du jour étant le maintien en emploi, mais pas que. Là, vous êtes réunis aujourd'hui pour ce webinaire qui s'intitule « Prévenir les risques psychosociaux ». Et donc, je vais me charger de la présentation du webinaire et je vais vous présenter vos intervenants. Alors, au niveau des intervenants, le docteur Geneviève Soula et Cécile Zeugin, psychologue du travail Efficience, ont tous deux co-animé et co-réalisé cette présentation. Et aujourd'hui, c'est notre psychologue du travail, Cécile Zeugin, qui va se charger de vous la présenter. Alors, je vous fais un petit point pour répondre d'emblée aux questions qui se posent le plus régulièrement. L'intégralité de la présentation vous sera communiquée entre aujourd'hui, fin de journée, et demain dans la journée. Donc, vous disposerez du document qui est projeté actuellement dans son intégralité. Et de plus, vous pourrez, si vous vous connectez sur notre site internet, regarder ce webinaire en replay sur notre site internet directement. Nous allons faire en sorte que ce webinaire soit également interactif, donc je vais vous inviter à poser des questions tout au long de la présentation par écrit. Je vais vous donner les modalités juste après. Et nous garderons un instant en fin de présentation pour répondre aux questions en direct. Donc Cécile Zeugin, psychologue du travail, et moi-même animerons la session questions-réponses en fin de webinaire. Bien entendu, pour rappel, Efficience Santé au Travail reste à votre disposition. N'hésitez pas à contacter votre médecin si vous avez une problématique, une difficulté ou simplement des questions, des informations à avoir sur toutes les questions qui concernent la santé, la sécurité au travail. Donc, n'hésitez pas. Bien entendu, notre site efficiencesantéautravail.org pour avoir le plus d'informations possible. Alors, comment poser vos questions en ligne? Alors, tout simplement, vous avez un petit item, un petit bouton Q&R, donc questions-réponses. Vous cliquez sur ce petit bouton, une fenêtre s'ouvre, vous posez votre question à l'écrit, vous l'envoyez, et derrière, nous allons les synthétiser, les regrouper pour ensuite les poser en fin de session à Cécile Zeugin qui vous répondra en direct. Si jamais vous voyez une question qui est déjà posée et que vous avez la même question, vous posez la même question, n'hésitez pas à cliquer simplement sur le petit pouce orange qui permet de hiérarchiser, de faire remonter la question dans les ordres de priorité. Soyez attentifs, les questions et surtout les réponses apportées ne vous seront pas communiquées. Donc, je vous invite à prendre des notes si nécessaire ou à bien retenir ce qui vous est dit, ce qui vous sera dit. Donc, je vais passer la parole maintenant à Cécile Zeugin, psychologue du travail. Bonjour à tous. Alors, le programme sur le webinaire d'aujourd'hui, prévenir les risques psychosociaux. Vous verrez la définition des risques psychosociaux, ce qui permet aussi d'avoir une définition commune. Ce webinaire est très emprunté de la sensibilisation qui a lieu en entreprise. Voilà, donc la définition des risques psychosociaux. Ensuite, les risques psychosociaux. Alors, vous verrez, je passerai de risques psychosociaux ou RPS. Voilà. Et en fait, on parle de la même chose. Hein. Le RPS, un peu comme on peut parler des TMS aujourd'hui, les troubles musculo-squelettiques, ça rentre dans le langage courant. Donc, les risques psychosociaux liés à l'actualité sanitaire de la Covid-19, les conséquences des risques psychosociaux pour l'entreprise et les salariés, bien entendu, quelques exemples de facteurs responsables de ces risques psychosociaux.
Le rappel de l'obligation de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels et l'accompagnement d'efficience santé au travail, votre service de santé au travail pour les entreprises, vous en tant qu'adhérent, afin de prévenir ces risques psychosociaux. Alors, la définition des RPS. Il est important quand même de rappeler le contexte réglementaire, mais à un niveau global, on y reviendra après, hein, au niveau des obligations, mais ce n'est pas un phénomène de mode. Hein, les risques psychosociaux, on en parle déjà depuis un moment. Vous voyez sur la diapo que déjà il y avait une directive européenne en santé au travail depuis 1989 qui s'est déclinée pour arriver, donc ça part d'une directive européenne, hein, d'un contexte réglementaire qui s'est décliné par pays et ensuite au sein des structures. La prévention, ça c'est ma sensibilité au niveau prévention des risques professionnels, de sécurité au travail. De manière générale, la prévention, l'entreprise n'y va pas simplement, il y a vraiment cette contrainte réglementaire. Et le risque psychosocial n'est qu'un point de la sécurité au travail, au même risque que le risque électrique, le risque chimique. Donc, c'est vraiment à prendre comme ça. Et il arrivera un moment donné où ça fera partie, alors pour certaines entreprises, ça l'est déjà, et j'imagine que pour vous aussi, et où ça ne fera partie qu'un point de la sécurité au travail. Donc, au niveau réglementaire, vous voyez bien que 1989, au niveau européen, de 1989 à 2007, ça évolue entre l'accord, enfin la directive sur la santé au travail, ensuite l'accord sur le stress, et puis le harcèlement moral et les violences. Au niveau français, on voit qu'il y a la loi cadre des principes de prévention, et j'y ferai référence tout à l'heure, avec aussi la mise en place du document unique, et le document unique dans lequel les RPS sont intégrés. Mais vous voyez, si vous regardez de gauche à droite, on voit que ça évolue avec 3 rapports nationaux qui ont été rendus en mars 2008, février 2010 et mai 2011, qui sont disponibles hein, sur Internet, où là, vraiment, qui ont donné lieu à des accords nationaux interentreprises, un sur le stress, donc en 2009, enfin 2008, celui sur le harcèlement moral 2010, et puis l'accord sur la qualité de vie au travail en 2013. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête à 2013? Parce qu'il ne s'est fondamentalement pas passé autre chose depuis 2013 au niveau réglementaire et tout était mis en place pour que ce soit appliqué dans les entreprises. La slide suivante. Philippe? Voilà. La définition des risques psychosociaux, alors qu'est-ce que c'est? Ce schéma est emprunté à un schéma issu de l'INRS, l'Institut national pour la recherche et la sécurité. Je vous invite à vraiment aller consulter ce site parce que vous saurez tout sur la sécurité au travail. En attendant, de quoi parle-t-on? Alors, l'activité du travail, d'abord c'est ma sensibilité, je suis psychologue du travail, mais qu'est-ce qui fait que dans une entreprise, qu'est-ce qui peut nous réunir dans une entreprise quand bien même on a des profils complètement différents? C'est vraiment le travail et l'activité de travail. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les facteurs de tension. Et ce que vous voyez en bleu, en haut et en bas, ce sont les facteurs de protection. Alors, je vais commencer par les facteurs de tension. Vous voyez qu'il y a à droite les objectifs et les exigences du salarié, son engagement au travail, la manière dont il a investi son activité de travail, la distinction vie privée, vie personnelle. On n'est pas tous égaux et on n'investit pas le travail de la même manière. Cela ne veut pas dire qu'on ne le fait pas bien. Ça veut dire que certaines personnes peuvent tout investir dans leur activité, d'autres ont d'autres centres d'intérêt. Sur les objectifs, et puis il y a aussi la manière dont on envisage la notion du travail bien fait.
Il y a un niveau d'exigence pour certains qui n'est pas le même que d'autres, et pourtant, le travail est bien fait. Les objectifs et les exigences de l'entreprise et les moyens à disposition. Et là, je pense à un secteur, enfin un salarié qui m'a dit « mais moi, l'objectif, j'ai 100%, mais moi, ce qui m'amuse, c'est d'atteindre 140%. » Et en fait, il y a des structures qui proposent ça, mais les moyens mis à disposition, est-ce que les salariés ont les moyens techniques pour faire du bon travail? Est-ce que le matériel est entretenu? Est-ce que les ordinateurs fonctionnent? Tous les exemples que j'amène sont des exemples qui sont empruntés à ma pratique professionnelle et aux entretiens et aussi aux interventions dans les entreprises. Les moyens mis à disposition, ça peut être aussi une photocopieuse qui ne marche pas et qui empêche aussi l'activité, mais pas que. La relative stabilité des repères, le facteur de protection, de régulation que vous voyez en bleu. Donc, la relative stabilité des repères, est-ce qu'il y a une organisation du travail qui est établie, qui est reconnue par tous et qui fonctionne, mais ça peut être aussi des locaux qui sont aménagés. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que quand il y a un déménagement. L'équilibre pour une certaine durée, ça peut être aussi les procédures qui sont établies, intégrées. Voilà. Et puis, en dessous, vous voyez aussi le soutien technique. Donc là, je fais référence de nouveau au matériel. Le soutien social dans l'entreprise. Le soutien psychologique, est-ce que c'est accompagné aussi? Mais suis-je accompagnée, moi, en tant que salarié, par ma hiérarchie? Comment s'organisent les relations de travail avec les collègues? Comment ça s'organise dans l'environnement de travail? Vous voyez les facteurs de régulation. Et puis le ressort, alors je ne suis pas ingénieur mécanique, mais vous voyez la métaphore du ressort, c'est plus j'exerce une pression et je la relâche et le ressort prend sa forme initiale, et plus j'exerce une pression, donc là vous voyez les objectifs et les exigences de l'entreprise et les exigences du salarié, plus j'exerce cette pression forte et constante, et là le ressort ne reprend pas sa forme initiale, donc c'est ce que vous voyez sur la slide suivante, voilà. En fait, c'est ce qui se passe pour le cerveau, pour le corps en général. Alors là, je vais être sur un tableau un peu plus dramatique, hein, mais ça va du simple symptôme, du simple trouble, du symptôme à la maladie, voire même à l'incapacité de continuer à travailler. D'où l'intérêt de la prévention. La slide suivante. Alors, les facteurs de risque psychosociaux, pourquoi est-ce que je vous propose des facteurs de risque hors travail? Eh bien, parce que ça impacte l'entreprise et ça peut impacter le travail, les salariés, mais le travail aussi et les relations de travail. Hein. À voir vraiment dans sa globalité. Donc, la mort ou la maladie, et là, vous êtes, on est tous dedans avec l'actualité sanitaire de la Covid-19, hein, qui est quelque chose qui est du champ hors travail, mais que l'entreprise a à prendre en compte dans le cadre de son activité. Une séparation, le stress au sein de la famille, que ce soit du bon stress, hein, un mariage, un enfant qui réussit ses études, mais qui peut avoir justement des effets et des déséquilibres. Hein. N'oublions pas que la vie n'est pas linéaire et que ça, c'est quelque chose qui apparaît tout au long qui pourrait apparaître tout au long de la vie. La perte d'un travail ou l'éventualité de perte d'un travail, d'une maison pour différentes raisons. L'endettement, j'attire votre attention sur le fait que, y compris les cadres supérieurs, sont sujets à du surendettement. La perte d'amour-propre et de sécurité personnelle et tant d'autres. Tout ça hors travail peut impacter l'activité et les relations de travail. Effectivement, on pourrait dire laisse tes problématiques dehors, mais c'est le même corps qui va au travail. Donc difficile. Je vous propose de voir aussi les risques
toujours hors travail, mais qui sont liées à la Covid-19. Donc, il y a eu le confinement où l'activité de travail sur le lieu de travail s'est arrêtée, mais qui pour certains a continué, pour d'autres s'est effectivement arrêtée. Et ça, j'en reparlerai après peut-être, mais parce qu'effectivement, ça a fractionné les équipes. Hein. Mais en attendant, tout le monde a vécu cette période de confinement. Et puis, d'après-confinement, je ne parle pas de déconfinement, mais d'après-confinement, où il y a eu une perte de repères. Et voire même actuellement, on ne sait toujours pas trop comment ça s'organise. C'est vraiment une adaptation au fur et à mesure. À savoir que, et là, tout dépend aussi de la politique de l'entreprise, hein, mais certaines entreprises ont demandé à leurs salariés de revenir, d'autres ont proposé de continuer le télétravail, et d'autres, ça pourrait alterner, c'est à convenance. Et là, j'attire votre attention sur les difficultés que ça peut générer parce que, par exemple, hier, j'ai reçu quelqu'un qui m'a dit « Moi, on me demande de travailler en télétravail, mais je veux revenir travailler parce que c'est plus simple pour moi. » Et il ne peut pas parce que les locaux ne sont pas accessibles. Voilà. Donc, on est sur du risque psychosocial malgré le fait que l'entreprise fait au mieux pour prévenir les risques. Donc, les facteurs de risque hors travail et ce qui peut arriver aussi hein, dans l'entreprise, c'est, donc je vous les ai mis, hein, le fear of going out, donc je l'ai laissé comme ça, FOGO, la peur de mettre le nez dehors et de trouver les bonnes raisons de rester chez soi. N'oublions pas qu'il y a des personnes qui ne sont pas sorties de chez elles depuis mars, et là, il y a tout un accompagnement à organiser, avec une forme de déni, on est beaucoup mieux chez soi. Voilà, et toujours une bonne raison. Et ça vient, pour certains, impacter l'activité de travail. Le FOCO, le Fear of Cocoon Opening, c'est-à-dire la peur de l'ouverture du cocon, la peur d'ouvrir l'espace domestique qui est jugé comme sécurisé. Ça s'est rigidifié pour certains depuis le confinement et l'après-confinement, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont limité vraiment leur lien social et pour qui seul le travail leur permet d'être encore en lien avec d'autres. Voilà, toutes ces peurs apparaissent et prennent de la place. C'est du facteur hors travail qui pourtant pourrait venir concerner l'entreprise à un moment donné. Je parle au conditionnel, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Donc le stress, la définition des RPS. Le stress, donc je vous prends la définition du stress de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, qui est reprise justement dans un des accords que je vous ai proposé tout à l'heure, hein, l'accord national interprofessionnel de 2008, qui est un état de stress, survient quand il y a un déséquilibre entre la perception, donc là on est sur une perception physique, qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et ses propres ressources pour y faire face. Ce qui veut dire qu'à situation égale, et là je vais prendre la meilleure situation, vous avez deux salariés qui sont au même poste, à qui on va proposer une promotion, ou qui la demandent et à qui on accepte la promotion. On les accompagne idéalement, donc leur employeur les accompagne idéalement en formation, en coaching. Je prends vraiment la situation idéale. Il y a la prise de poste, donc qui correspondait vraiment au désir hein, du salarié, et vous en avez un qui ne tient pas, pour qui ça ne se passe pas bien, et l'autre pour qui ça se passe bien. L'entreprise a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité du salarié, a tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Et il y en a un pour qui ça ne va pas. Et c'est à l'entreprise de faire en sorte de prévenir ce risque-là. Donc, on est vraiment sur la perception. C'est pour ça qu'en tant que psychologue du travail, j'interviens et je fais appel au vécu des personnes. Parce que le vécu des personnes est factuel. En fait, c'est une réalité pour la personne, mais aussi pour le manager de ce collaborateur-là, par exemple. Donc, on va continuer sur les conséquences, enfin la définition du stress et les conséquences. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais vous voyez que les conséquences du stress chronique, le stress chronique, c'est celui qui s'inscrit dans la durée,
Alors, vous pouvez avoir la consommation de drogue. Alors, fut un temps dans les entreprises, c'était plutôt dans l'ouest parisien, c'était la consommation de drogue qui pouvait booster. Aujourd'hui, on est plutôt sur des drogues dures pour calmer, justement. Alors, ce que vous verrez de visible, ça peut être le tabac, le café. Là, c'est un des signes des addictions. L'alcool parfois, mais voilà, pas forcément. Les drogues, je ne sais pas, mais ça n'apparaît pas vraiment sur les lieux de travail. Mais consommation tabac-café, c'est quand même un signe. Quand vous êtes, quand je dis vous, mais quand je pense aux personnes, hein, quand on est à 10 cafés par jour, ce serait à questionner. Et dans ces cas-là, je vous propose de vous rapprocher s'il y a un doute, hein, ou si vous pensez qu'un salarié pourrait un doute, invitez-les à se rapprocher du médecin du travail. Les médicaments, le stress chronique peut amener à ça, la consommation de médicaments, somnifères, antidépresseurs, ça en tant qu'employeur, vous ne serez pas au fait. Ça peut amener aussi à faire du sport à outrance. Je ne parle pas le sport qui maintient l'équilibre, hein, mais à partir du moment où il y a une bascule ou si c'est à outrance, et là je pense à un salarié qui avait besoin de courir 2-3 heures par jour parce qu'en fait, il ne pouvait pas faire autrement avant de rentrer chez lui, mais du coup ça impactait la sphère familiale. Vous voyez, là, on est sur quelque chose qui est en train de se déséquilibrer. Et les jeux vidéo, parce que je vois de plus en plus de personnes qui, la nuit, jouent aux jeux vidéo et qui arrivent épuisées sur leur lieu de travail. Et là, ça pourrait être aussi à l'entreprise de prévenir, par exemple, sur des sensibilisations sommeil, entre autres. Les conséquences du stress chronique, vous avez les maladies cardiovasculaires, ça c'est une réalité, c'est avéré. La baisse de l'immunité. Je vous invite aussi à regarder les maladies infectieuses à répétition, les collaborateurs qui sont souvent enrhumés, des rhinites, toutes ces petites maladies qui paraissent anodines mais qui quand même prennent de la place. Alors là, d'autant plus parce que le moindre signe peut mettre en stress immédiatement et puis voire même va alerter l'entreprise dans sa prévention liée à l'activité sanitaire, à l'actualité sanitaire. Les troubles musculo-squelettiques, avec des gestes à répétition, mais qui peuvent aller jusqu'au fait de ne plus pouvoir utiliser ses membres correctement, avec cette pression, là c'est ma sensibilité, mais avec cette pression psychologique quand quelqu'un essaye de s'appliquer au mieux avec cette contrainte. Hein. Les pathologies mentales, donc la dépression, l'épuisement, je parle épuisement, pas forcément professionnel, hein, épuisement au sens large, et le burn-out dont je ne parlerai pas, qui pourrait faire l'objet d'une autre intervention. Et puis, à savoir qu'un burn-out, on n'en fait pas plusieurs. Quand on en a fait un, d'abord, on est sorti de l'entreprise pendant plusieurs mois, et puis quand on en fait un, donc vraiment sur... le burn-out, c'est brûler de l'intérieur, c'est-à-dire je n'ai plus les ressources pour continuer à travailler. La personne qui en a fait un met tout en œuvre aussi après pour que ça ne lui arrive plus. Et les maladies qui peuvent, alors j'ai mis le suicide parce que ça peut être aussi un des risques du stress chronique. Le suicide, il peut y avoir des signes et il peut ne pas y en avoir. Voilà. Le slide suivant. Alors, la définition des RPS, le harcèlement, j'irai un peu plus vite, hein, c'est vraiment à prendre dans un contexte global, mais ce qu'il faut retenir, c'est stress, harcèlement, enfin, stress, violence interne, violence externe. Le harcèlement fait partie des violences, donc il est cadré sur le plan juridique. Le harcèlement moral, je ne parlerai pas du harcèlement sexuel qui relève du pénal. Le harcèlement moral est caractérisé par 5 critères distincts qui font la réalité de la situation. Le harcèlement moral est vérifié lors d'une action judiciaire avec des agissements répétés au quotidien, etc., voire plusieurs fois par jour, avec pour effet ou pour objet une dégradation des conditions de travail, l'atteinte au droit et à la dignité du salarié,
avec des formes de mépris, des remarques, l'altération de sa santé physique ou mentale, ou les deux, et la compromission de son avenir professionnel. Si je vous renvoie au schéma du ressort, vous voyez bien que je vous avais dit jusqu'à l'incapacité d'aller travailler. Une des conséquences du harcèlement est celle-là, mais à savoir, je reviens sur le premier point là, qu'il y a marqué agissement répété, mais il y a eu un décret comme quoi il suffisait d'une fois pour qu'une situation soit caractérisée comme étant une situation de harcèlement. Par contre, je vous invite à ne pas utiliser ce terme-là dans l'entreprise. C'est un terme juridique. Seul un juge est apte à définir une situation comme étant une situation de harcèlement. Donc, vous pouvez utiliser le terme agissement répété en vue de dégrader les conditions de travail. On saura que vous parlez du harcèlement. Mais évitez d'utiliser ce terme-là. Incitez vos collaborateurs à ne pas utiliser ce terme-là, c'est vraiment un terme juridique. Donc les risques psychosociaux, les facteurs de risque dans l'entreprise, hein. Le harcèlement en fait partie. Je reviens pour que vous les voyez vraiment en une seule diapo, le stress. Donc le stress aigu, c'est celui qui peut être très intense, un peu comme un match, mais qui s'arrête. Voilà, on est sur du stress aigu, il y a un pic, mais ça s'arrête. Le stress chronique, là vous voyez le schéma, donc avec l'alarme, hein, le stress qui arrive. Alors le schéma, c'est emprunté à Searle, là, c'est un schéma qui date des années 30, mais en fait qui est tout autant d'actualité. L'exemple que je prenais, jusqu'à présent, que je continue encore à prendre, c'est celui des services comptabilité, où il y avait la période bilan, il y avait, vous voyez, l'alarme, donc on savait que la charge de travail allait arriver, mais qu'à un moment donné, ça allait se calmer. Aujourd'hui, dans certains services comptabilité, on voit qu'il y a la charge de travail qui arrive, la personne en situation de travail, le travailleur qui résiste, qui tient, hein. Il tient, mais parce qu'en fait, il aime son métier, il a envie de fournir, il a envie de faire, avec la meilleure volonté, mais avec, donc, service comptabilité, ben, la période bilan, oui, mais après, il y a encore énormément d'activités à rendre. Et vous voyez, on résiste, on tient, et qui arrive à l'épuisement. Là, on peut parler d'épuisement professionnel. Vous avez, j'ai mis les troubles anxieux, on y verra tout à l'heure, entre la distinction entre troubles, risques et les facteurs. Donc le stress qui peut amener à l'épuisement professionnel, les violences internes, donc entre les salariés. Alors là, ça peut être, on entend souvent parler les collaborateurs de leur manager, mais ça peut être manager avec les équipes, ça peut être des collaborateurs entre eux. Donc, toutes les situations peuvent arriver. À retenir que ça peut aller du conflit, et le conflit est plutôt... je pense qu'il faut... le conflit est important dans l'entreprise, hein. On peut discuter du travail et être en conflit autour de l'activité et le dépasser. Là où ça questionne, c'est quand on passe du conflit majeur à l'agression. Voilà. Qui peut aller de l'agression verbale, et là c'est déjà trop, puisqu'on est dans la violence, hein, aux agressions physiques. À savoir que certains employeurs ne sont même pas au fait qu'il y a eu des agressions physiques dans leur entreprise parce que c'est inscrit dans le règlement intérieur, donc les salariés s'organisent entre eux pour que ça ne se sache pas. Mais c'est une réalité, les agressions physiques dans l'entreprise. Et le harcèlement moral et sexuel. Le harcèlement sexuel, je vous invite à l'organiser dans votre entreprise, mais moi je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et le harcèlement moral, on l'a vu tout à l'heure. Les violences externes, ce sont les violences qui sont vécues par les salariés, comme les violences internes, hein,
mais en lien avec une personne extérieure à l'entreprise. Un client, un fournisseur, etc. Et c'est à l'entreprise, à vous en tant qu'employeur, d'organiser la prévention autour de ces violences. Est-ce que c'est intégré à votre document unique? Je vous rappelle que le risque psychosocial n'est qu'un point de la sécurité au travail au même titre que les autres risques et il est à intégrer à votre document unique. D'ailleurs, cet après-midi, il y a un webinaire sur le document unique à 15 h qui est animé par mon collègue Pavel Banasiak et puis ma collègue Viviane Laurent. Et si vous avez besoin de voir un peu plus sur le document unique, vous avez la possibilité de voir ça cet après-midi. La slide suivante. Je reviens sur le harcèlement sans toutefois en parler, mais c'est important que je vous laisse cette diapo-là, sur le fait qu'il existe différents types de harcèlement. On pourrait en parler toute une journée, voire plus, mais individuel, c'est-à-dire de personne à personne, hein, on peut être sur de conflits. Alors je pars du principe que quand bien même il peut y avoir des conflits personnels, cela pourrait être une problématique de travail. Voilà, c'est ma sensibilité et par expérience, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des problématiques de travail qui se transforment en problématiques de personnes. Ça n'exclut pas que ça n'arrive pas, hein. Mais à questionner d'abord. Donc, il peut être aussi institutionnel, c'est-à-dire institutionnalisé dans l'entreprise avec un management par le stress. Aujourd'hui, on sait que ça ne fonctionne pas et que quand bien même ça propose, enfin ça marche que pour un faible pourcentage de personnes, en fait, le stress vient générer des troubles anxieux et fait que le rendement est moindre. Il peut être stratégique, hein, quand on veut que quelqu'un s'en aille, c'est le mobbing. To mob en anglais, ça veut dire pousser, et là c'est pousser dehors. Il y a un livre qui date, mais qui est intéressant, qui s'appelle La persécution au travail, qui date des années 2000, où dedans vous avez les 48 agissements du mobbing et qui donne vraiment des exemples sur comment ça s'organise dans l'entreprise. Ça, c'est pour les curieux, hein, pour ceux qui veulent savoir. Le stress peut être transversal, horizontal, vertical, enfin, pas le stress, le harcèlement. J'ai tellement vu de situations que, voilà, rien n'est figé, rien n'est défini. Mais à savoir qu'on n'est pas sur le gentil salarié, méchant employeur, il y a vraiment, ou méchant employeur, enfin, méchant salarié, méchant employeur, il y a vraiment plein de situations. On parle de harcèlement alors que parfois on est sur des problématiques de travail, sur des problématiques d'organisation du travail, et c'est là où il y a vraiment un rôle majeur d'intervenir au niveau de la prévention. La slide suivante, Philippe. Merci. Alors là, les facteurs de risque des RPS dans l'entreprise. C'est une diapo qui est utilisée pour tous, hein, quelle que soit votre structure. Alors effectivement, avant, j'y mettais l'anonymat et j'ai aussi parfois des personnes qui me disent « mais chez nous, tout le monde se connaît ». Or, il y a certaines entreprises où tout le monde ne se connaît pas. Voilà. Je pense aux cabinets conseils, mais pas que. Ça peut être aussi des petites structures où il y a quelqu'un qui arrive et en fait, par faute de temps, les présentations n'ont pas été faites, l'accueil n'a pas été fait. Vous avez des salariés qui se retrouvent dans un bureau et qui ne se sont pas présentés. Alors, pour les plus courageux, ils se présentent d'eux-mêmes, et puis il y en a qui attendent. Et il y a aussi la trop forte proximité. Ça peut être un facteur de risque et ça peut amener à du conflit et du conflictuel quand on est trop proche ou trop intime à l'extérieur de l'entreprise. Alors, quand tout se passe bien, tout va bien, mais il peut arriver à un moment donné qu'il y ait des conflits, justement, qui sont en dehors et qui se répercutent sur le travail et l'activité et les relations de travail. Voilà. D'où l'importance de tout cadrer. Tous les conflits peuvent être déplacés. Ce qui est important, c'est que ce soit cadré aussi autour de l'activité. Le manque de dialogue.
Alors, ça peut être le manque de dialogue en tant que personne, mais ça peut aussi être le manque de dialogue autour du travail et autour de l'activité. Je n'y mets pas forcément de malveillance. Je pense aussi que le temps ne permet plus aujourd'hui de dialoguer autour du travail comme c'était avant. Quand je dis dialoguer autour du travail, c'est-à-dire expliquer, bah, tu vois, moi quand je fais ça, j'ai besoin de ce document et si je viens 3 fois te demander ce document-là, c'est pas pour t'embêter, c'est parce que si je ne l'ai pas, je ne peux pas continuer à travailler et je perds du temps. Et si je perds du temps, je suis agacée. Voilà. Alors ça, je vous le livre comme ça parce que c'est mon métier, mais les personnes n'ont pas le temps de réfléchir à ça et à discuter autour de l'activité. C'est ça, discuter autour du travail. Ce sont des conversations qui pouvaient se faire aussi autour de la machine à café. Donc j'invite les personnes à aller prendre un café, enfin, quand c'est possible. Aujourd'hui, ça l'est moins avec la Covid, puisqu'il y a moins de personnes en présentiel. Mais... Et puis certains employeurs vous pouvez imaginer pour certains que les personnes discutent et prennent du bon temps. Et non, en fait, à 90%, ils discutent du travail. Et il y a certaines situations de travail ou certaines solutions qui se trouvent dans ces moments-là. Donc, à vous en tant qu'employeur, donc, de prévenir le stress qu'on a vu tout à l'heure, les violences internes qu'on a vu tout à l'heure, les violences externes, c'est-à-dire prévenir le risque, la gestion des agressions. Je vous invite à le faire apparaître dans votre document unique. Mais aussi l'incertitude sur l'avenir, le changement. Et là, on va y revenir plus tard avec les 6 facteurs de risque. Et l'individualité, la concurrence entre les salariés. Je ne rentre pas plus dans le détail. Voilà. Les risques psychosociaux, donc les 6 familles de risques. Et là, je vais vous les détailler un petit peu plus, qui est issu du rapport Golac de 2011. Donc, les exigences au travail, c'est la quantité de travail, la pression temporelle. Je ne peux pas détailler plus, on verra tout à l'heure dans les questions, mais la complexité du travail et de l'activité et les difficultés de conciliation aussi entre vie personnelle et vie professionnelle. Est-ce que j'estime que j'ai un équilibre suffisant ou non? Les exigences émotionnelles, et là on vient sur le travail émotionnel, c'est aussi tout ce que je mets en œuvre de moi, qui ne sera pas forcément reconnu comme une compétence et qui pourtant fait partie de mon activité. Donc, dans la relation avec le public, d'où l'intérêt de sensibiliser les personnes en contact avec le public à la gestion du risque d'agression, par exemple. L'empathie. Vous avez des personnes qui sont dans l'empathie, mais qui, à force, n'arrivent plus à faire leur métier correctement, qui sont voire même en colère après les personnes qu'elles reçoivent. Et là, ce serait aussi à l'employeur de prévenir ce risque-là, parce que c'est lié à l'activité. Le contact avec la souffrance du public, les tensions avec le public, l'obligation de cacher ses émotions, quand c'est difficile, alors que je dois tout mettre en œuvre pour arriver à un résultat. C'est par exemple le cas dans les professions médicales. Et la peur au travail. Est-ce que j'ai peur quand je viens travailler? Alors, jusqu'à présent, c'était certaines catégories de salariés, de collaborateurs. Aujourd'hui, ça pourrait être tout le monde parce que les personnes ont peur de venir travailler en lien avec l'actualité sanitaire, par exemple. Mais ont même peur de sortir de chez elles. Je reviens. Philippe, tu peux revenir juste avant? Donc, l'autonomie, marge de manœuvre, la prévisibilité du travail, est-ce que je peux anticiper? L'utilisation de mes compétences, est-ce qu'elles sont utilisées ou est-ce que je suis en train de les perdre? Et là, c'est compliqué pour le collaborateur. Les rapports sociaux et les relations au travail, est-ce que j'ai du soutien de mes collègues ou non? Est-ce qu'il y a des violences au travail qui sont caractérisées, qui sont visibles et qui parfois qu'on laisse faire? Comme le mépris, l'isolement. La notion de reconnaissance et de sentiment d'utilité du travail effectué. Est-ce que je me sens utile ou est-ce que j'ai l'impression que je ne sers à rien? Là, on va le voir après. Mais les conflits de valeurs,
Est-ce qu'on me demande de faire des choses qui éthiquement sont contraires à mes valeurs? Et là, c'est source de souffrance. Est-ce que j'ai les moyens adaptés? Là, on revient sur le schéma de tout à l'heure. Et puis l'insécurité de l'emploi, qui est d'autant plus d'actualité, qui réside à la perception de la menace, de la nature et de la pérennité de l'emploi, mais pas que, de la menace et de la nature de mon travail. C'est toute cette partie de résistance au changement où je suis obligée de m'adapter parce qu'il y a une évolution des techniques, et là on ne peut pas faire autrement, c'est une réalité, et c'est aussi le travail qui veut ça et son évolution. Mais moi, j'ai l'impression que je ne fais plus du bon travail. Parfois, c'est juste ça. Mais on est vraiment sur la résistance au changement. Et puis, l'insécurité de l'emploi, c'est aussi l'insécurité de carrière, de conditions de travail ou de rémunération. Là, je vais vous montrer la slide suivante aussi, le contraire du burn-out dont on n'a pratiquement pas parlé tout à l'heure. Hein. Mais le burn-out, c'est pas ou peu de travail à faire, où je m'ennuie à mourir, je passe mes journées à tuer le temps. Et oui, dans certaines entreprises, c'est le cas. Syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Ça existe, c'est une réalité. Avec ce sentiment de démotivation, d'anxiété, d'isolement, de culpabilité, de tristesse dans le cadre professionnel. À savoir qu'en 2018, il y a un salarié qui a attaqué son employeur sur ce motif-là. Et vous avez le burn-out. Alors, tout ça sont des termes anglo-saxons, mais on trouvera une équivalence en français. Mais le mal-être qui est dû à la perte de sens du travail, avec ce lien avec l'impression paradoxale de stupidité fonctionnelle en entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, je ne sers à rien. Je suis formée pour ça, je suis entrée dans l'entreprise pour ça, et en fait, je ne fais pas mon métier. Je ne comprends même pas les tâches qu'on me fait faire. Parfois, c'est uniquement un tableau à remplir avec le manque de perspective dans l'évolution professionnelle. Voire même, je n'arriverai plus à faire le métier pour lequel j'ai été formée. C'est la suivante. Donc, les facteurs de risque et des troubles. Je vais aller un petit peu plus vite. Le risque, pourquoi je vous mets les trois ensemble? Parce que, en fait, c'est multifactoriel et il peut y avoir des risques. Il peut y avoir des facteurs de risque sans qu'il y ait aucun trouble. Je vous renvoie au vécu que la personne a de la perception des contraintes et de ses capacités à y faire face. Vous avez les 6 facteurs de risque: l'exigence au travail, émotionnel, le manque d'autonomie, les mauvaises relations, les conflits de valeurs et la sécurité, qui peuvent générer des risques de stress, d'anxiété, les violences internes, les violences externes, avec l'apparition de troubles qui va de la démotivation à l'épuisement professionnel, jusqu'aux maladies avec aggravation ou rechute de certaines maladies chroniques. Donc la maladie chronique, je vous rappelle, qui appartient effectivement, c'est le salarié, qui l'avait peut-être déjà avant de rentrer dans la structure, mais qui arrive à équilibrer, et qui, face à ces risques, peut se mettre à avoir une rechute. Et ça va jusqu'à l'apparition de ces symptômes-là, et aussi jusqu'au suicide. Je vous invite, quand quelqu'un, même sur le ton de l'humour, vous dit « s'il n'y a que ça, j'ai plus qu'à me suicider », à vraiment réagir. Donc, les risques et les facteurs de risque, je vous rappelle, encore une fois, parce que comme ça, au moins, vous aurez retenu ça à la fin. Stress, violence interne, violence externe. Donc, les risques qui sont engendrés par des conditions d'emploi et des facteurs organisationnels et relationnels, et là, je ramène à l'entreprise. Les RPS qui correspondent à des situations de travail où sont présentes, combinées ou non, donc le stress aigu, chronique, les troubles anxieux, l'épuisement professionnel, les violences internes qui sont commises par les salariés au sein de l'entreprise, je vous rappelle, du conflit jusqu'à l'agression, et les violences externes sur des salariés par des personnes externes à l'entreprise, clients, fournisseurs, des prestataires et autres. Je vous ai déjà parlé des 6 facteurs de risque, avec une réelle atteinte à la santé, des risques pour la santé mentale, physique et sociale. Slide, voilà.
Et c'est là où il est important de savoir où vous devez agir, hein, parce qu'il y a vraiment une obligation de l'employeur qui est repris, qui est empruntée aux principes généraux de sécurité au travail. Donc, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous êtes dans une obligation de sécurité de résultat qui va des mesures de prévention aux actions d'information et de formation. Tout ça, on le voit dans le document unique aujourd'hui. Hein. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Vous avez l'article, hein, c'est le L 4121-1 du Code du travail. Et là, je le lis systématiquement parce que c'est important aussi, ce rappel. Donc, cet article, c'est évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre le risque à la source, adapter le travail à l'homme, planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Vous avez tout qui est nommé dedans. Mettre en œuvre des actions de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de santé et de sécurité de vos collaborateurs, des travailleurs. Prendre en considération les capacités du salarié à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. Je rappelle aussi que le salarié a une obligation de respecter le code du travail, le règlement intérieur. Voilà, il n'y a pas que des obligations pour l'employeur, il y en a aussi pour le salarié de respecter ses obligations, de respecter les cadres de prévention des risques professionnels. Donc vous, en tant qu'employeur, vous devez agir au niveau de la prévention primaire. On est vraiment là sur l'organisation, c'est-à-dire les procédures, agir vraiment sur les causes organisationnelles. Et je vous invite à écouter aussi les collaborateurs qui viennent vous faire des propositions quand ils vous disent « mais quand c'est comme ça ne fonctionne pas ». En fait, quand c'est comme ça, eux, ils entendent aussi « mais l'organisation telle qu'elle est mise en place en ce moment m'empêche de travailler correctement ». Voilà, c'est pas qu'ils viennent critiquer, c'est qu'ils viennent vous parler de leur activité. La prévention secondaire, aider les hommes et les femmes à développer des connaissances pour mieux gérer leurs relations face aux risques psychosociaux, c'est-à-dire toutes les actions de formation possibles et d'accompagnement. Et la prévention tertiaire, c'est vraiment l'accompagnement au niveau des individus et le soin qui peut être apporté. Slide suivante, Philippe. Voilà, agir sur le traitement, voilà, sur le processus. Donc, les obligations de l'employeur. Comment agir? Vous avez les acteurs de prévention. Donc, je vous invite d'abord à tout mettre en œuvre en interne pour prévenir le risque. Et c'est ce que je dis aux collaborateurs, enfin aux salariés que je reçois en entretien individuel. Quand ils viennent me voir sur une problématique de travail et vraiment des difficultés qui les mettent en souffrance, je leur dis, mais est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un dans la structure? Parfois, ils n'y ont même pas pensé. Parfois, ils savent qu'ils ne peuvent pas, mais pour certains, ils n'y ont pas pensé. Je vous invite aussi à sensibiliser vos collaborateurs et vos managers et vous en tant que personne à avoir cette écoute-là, c'est-à-dire prévenir le risque, c'est aussi être acteur de la prévention en interne. Mais effectivement, quand vous ne savez pas faire ou vous sentez que vous avez besoin d'accompagnement, vous qui êtes chez Efficience, faites appel à votre service de santé au travail. Donc avec votre médecin du travail, le psychologue du travail, le métier infirmier, l'assistante sociale, les ergonomes et les intervenants en prévention des risques professionnels. Pourquoi est-ce que je vous propose cette diapo-là? Parce qu'en fait, c'est vraiment à voir à 3 niveaux et c'est important que je vous le rappelle pour l'avoir vu en entreprise. Donc, faites-le d'abord en interne, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure. Voyez avec vos responsables hygiène, sécurité, conditions de travail, le comité social économique, vos intervenants, enfin vos intervenants.
Si vous sentez que vous avez besoin de conseils ou que vous sentez que le service de santé au travail peut vous accompagner justement dans le registre de la prévention, car c'est notre métier, l'équipe pluridisciplinaire, on est là vraiment pour vous accompagner. Mais la porte d'entrée, c'est vraiment votre médecin du travail qui est responsable de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, sollicitez-le et il vous répondra. C'est possible et ça s'organise de telle manière ou autre. Voilà. Mais pourquoi est-ce que je vous propose les services d'urgence? Parce que nous avons été parfois appelés, alors que c'était une situation critique, une réalité d'urgence, où nous, on a d'abord envoyé sur les numéros que vous voyez, hein, soit le SAMU, parce qu'on était c'était une problématique de santé imminente et grave, les pompiers ou la police, en cas de situation ingérable, par exemple d'agression physique. Voilà. À ce titre-là, je vous invite à toujours avoir une ligne où il n'y a pas besoin de faire de numéro extérieur pour appeler, parce que pour l'avoir constaté en entreprise, il y avait une problématique de connectique, problématique d'accès réseau qui, pour certains salariés, où ils n'ont pas pu appeler parce qu'ils étaient stressés, dans l'émotion, et c'est de votre responsabilité de pouvoir donner l'accès. Donc là, je reviens sur l'accompagnement qu'on peut avoir, Efficience, un partenaire vraiment, et pour certaines, je vous invite à solliciter votre médecin du travail, à savoir que votre contact, c'est votre médecin du travail. C'est le responsable de l'équipe pluridisciplinaire et c'est lui qui décide comment peut s'organiser la prévention au sein de, l'accompagnement de prévention pour votre entreprise. Qu'est-ce qui fait que je dis ça? Parce que si vous souhaitez nous solliciter, nous les psychologues, parce qu'en fait nous sommes 4 chez Efficience Santé au Travail, on vous dira que nous allons questionner votre médecin du travail, ou on vous orientera vers votre médecin du travail, qui a pour mission, lui, la prévention des risques professionnels en santé au travail, donc par la visite médicale, par le conseil à l'employeur. Vraiment, voyez-le comme un conseilleur à l'employeur, mais aussi aux salariés et aux représentants du personnel. Par la coordination de la conduite d'action, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, donc il coordonne avec les intervenants prévention santé, le pôle prévention et le pôle social. Donc, l'équipe pluridisciplinaire. Il a pour mission, donc du coup, c'est le médecin du travail qui oriente vers le psychologue du travail. Et donc, là, je vais parler de mon activité, mais il y a une partie individuelle qui est accueillir les salariés en entretien individuel. Et dans ces cas-là, c'est pas plus de 3 fois maximum. C'est pris sur les cotisations de votre adhésion Efficience Santé au Travail, donc c'est gratuit pour le salarié, mais l'accueil du salarié se fait sur orientation du médecin du travail. Donc, soit le salarié prend contact directement avec le médecin du travail, soit vous, en tant qu'employeur, dans votre obligation de prévention, vous estimez qu'il y a une difficulté pour ce salarié, donc vous faites une demande de visite médicale à la demande de l'employeur et vous motivez votre demande. C'est la discrétion du médecin d'orienter ou non vers le psychologue s'il pense que l'examen est adapté ou non. Et puis notre deuxième partie d'activité, c'est vraiment d'intervenir en collectif. Donc, en accord avec le médecin du travail, sur proposition du médecin du travail ou à votre demande auprès du médecin du travail, dans le cadre de la prévention des risques professionnels. On intervient auprès de la direction. D'abord, souvent, je demande à vous contacter pour un rendez-vous, pour analyser, pour affiner vraiment la demande et voir quel serait au mieux l'accompagnement, qui va de ce qui est très modélisé, donc une sensibilisation à la prévention du risque psychosocial pour sensibiliser les collaborateurs, à l'intervention en psychologie du travail, qui est du travail de groupe vraiment, et qui peut avoir une visée de diagnostic
mais aussi, vous voyez, on peut vous accompagner sur l'intégration des risques psychosociaux dans le document unique. Notre mission à nous, c'est vraiment de prévenir le risque, au même titre que tous mes collègues de déficience santé au travail, hein, de l'équipe pluridisciplinaire. Il reste quelques minutes. Donc, voilà. Alors Cécile, je me permets de revenir avec toi sur la vidéo, simplement parce que nous avons eu un certain nombre de participants et notamment une question ouverte. Alors j'ai une personne qui me demandait qu'est-ce que l'IPRP et comment est-il désigné. Alors je me permets de donner des éléments de réponse. L'IPRP, c'est un intervenant en prévention des risques professionnels. Alors effectivement, le terme est potentiellement un peu barbare. L'idée, c'est que nous disposons chez Efficience d'un certain nombre de professionnels qui sont experts dans différents domaines. Donc là, par exemple, ce matin, vous avez eu la présentation de Cécile Zeugin, psychologue du travail. La psychologie du travail est une action spécifique réalisée par des professionnels formés pour ce métier spécifiquement. Nous disposons également d'ergonomes, de toxicologues industriels, d'ingénieurs hygiène, santé, environnement, d'ergonomes qui sont tous à la disposition à la fois du médecin du travail en interne, mais également des adhérents, donc salariés et employeurs, pour répondre à des problématiques. Donc, pour illustrer un petit peu mon propos, si dans une société qui produit ou qui fabrique des vêtements ou des chaussures, on a une problématique vraiment physique, c'est-à-dire qu'on constate, que ce soit l'employeur, que ce soit le médecin du travail, l'arrivée de troubles musculo-squelettiques, donc des arrêts, des problématiques au niveau des membres supérieurs, par exemple, une recrudescence répétée de troubles musculo-squelettiques, le médecin du travail et ou l'employeur peuvent se dire peut-être que la chaîne sollicite les salariés d'une certaine manière. Dans ce cas-là, le médecin du travail peut demander l'intervention d'un ergonome en entreprise pour aller mener une étude ergonomique et illustrer les problématiques rencontrées, observer l'activité réelle de travail et donner des éléments qui pourraient permettre l'amélioration générale des conditions de travail. Donc, c'est valable au niveau de l'ergonomie, c'est également valable au niveau de la psychologie du travail, de la toxicologie et plus largement de l'ingénieur hygiène-sécurité qui intervient sur les différents risques potentiels présents dans la structure. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas, hein, pendant ces quelques minutes, à poser vos questions par écrit. Que ce soit Cécile ou moi, nous tenterons de vous répondre le plus précisément possible. Alors, j'ai une autre question que je pose du coup à Cécile. Hein. Quelle responsabilité de l'entreprise en cas de violence interne avec agression verbale et physique? Alors, c'est une des obligations de l'employeur de prévenir le risque. Ça, j'imagine que ça doit être inscrit dans votre règlement intérieur. Voilà. Et la responsabilité, si ça arrive, en tout cas, vous devez au moins agir et organiser la prise en charge et la prévention. Il y a une responsabilité réelle puisqu'il doit tout mettre en œuvre pour prévenir le risque. Je reste très juridique parce que là, c'est vraiment une question juridique et je ne suis pas juriste, mais on est vraiment sur une obligation de résultat. En gros, ça ne devrait pas arriver. Vous voyez, en santé, en sécurité au travail, on vise le zéro accident. Là, ça pourrait même, si la situation est avérée, faire l'objet d'une déclaration d'accident de travail. Voilà. Philippe, si... Merci pour du coup cet élément de réponse. Alors, n'hésitez pas à réagir ou à demander des compléments d'information. Alors, j'ai une autre question qui arrive. Donc là, les questions commencent à se bousculer, mais très bien. Je travaille sans filet, là. Voilà. Alors, quelle est la réponse à avoir en cas de violence externe?
Donc là, si j'interprète un peu, si j'essaie de comprendre l'objectif de la question, c'est si jamais on était acculé et qu'on avait une problématique imminente ou qui a lieu tout de suite d'une violence externe, quelle réaction avoir pour un employeur ou un encadrement de proximité, ou même un salarié? Je pense qu'il faut intervenir. Donc, alors on est encore sur une question juridique, hein, mais déjà on va revenir sur la situation qui est vécue par le travailleur, c'est-à-dire une prise en charge. Et s'il y a une violence externe avérée, dans ces cas-là, faites une demande de visite médicale auprès de votre médecin du travail qui va aussi évaluer la situation, qui va vous aider dans cet accompagnement-là. Après, tout dépend. Alors, est-ce un client, est-ce un fournisseur ou toute autre personne, mais quelle que soit la relation qu'il y a avec la personne qui a, enfin, sur de la violence externe, vous devez, enfin, c'est de votre responsabilité d'accompagner le salarié et de mettre des actions en place. Mais là, je ne peux pas répondre parce que ça limiterait, alors qu'en fait, c'est vraiment une situation à évaluer, mais mettre des actions en place, peut-être pour protéger la personne. Mais il y aurait aussi à mettre à jour votre document unique autour de cette situation-là, parce que si c'est pour ce travailleur-là, ça pourrait l'être pour d'autres. Je vous rappelle, les violences externes, ce sont les violences qui sont en lien avec l'activité de travail et qui impactent le collaborateur, mais qui pourraient impacter les autres collaborateurs qui sont sur le même métier, par exemple. Eh bien, alors, merci Cécile pour cette réponse. Alors, n'hésitez pas à réagir. Alors, là, je me permets de répondre directement. J'ai une question sur mettre à disposition des participants le diaporama. Alors oui, je pense que vous nous avez rejoint en cours de présentation. Ce diaporama sera envoyé à chaque participant dans son intégralité entre aujourd'hui et demain. Et ensuite sera également à disposition en replay sur notre site internet. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent, dont une ici. Désolé, hein, je fais vraiment en live, en direct. Quelle est la réponse à avoir en cas de violence externe? Je viens de répondre? Non? Logiquement, oui. Ça recoupe la réponse précédente, mais vraiment la réponse, c'est la prise en charge du salarié. C'est ça. La première réponse, c'est celle-là, et après, organiser la prévention pour que ça n'arrive plus, tout mettre en œuvre pour que cette situation ne se reproduise pas. Alors là, j'ai une nouvelle question, Ah. très précise. Un client harcèle un collaborateur. L'employeur doit-il, en sa qualité d'employeur, porter plainte? Après traitement de l'information auprès du collaborateur en arrêt de travail pour 1 mois suite à propos diffamatoires graves. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de précis. Si on reprend dans l'ordre, on a un client qui harcèle un collaborateur, est-ce que l'employeur doit porter plainte? On prend le premier niveau de la question. Alors, de ma sensibilité de psychologue du travail, j'inviterais les employeurs à porter plainte. Pourquoi? D'une part pour protéger le salarié, mais aussi parce que les salariés, quand je les reçois en entretien, me disent « mais moi, l'employeur n'est pas allé porter plainte et je ne me suis pas sentie soutenue ». Voilà. Mais je suis psychologue du travail et pas juriste. Je vous inviterai à vous rapprocher dans ces moments-là, quand on est vraiment sur des situations extrêmement critiques, de vous rapprocher du juriste ou de votre médecin du travail. Mais j'inviterai à porter plainte, oui. Parce qu'il y a des propositions aux salariés d'aller porter plainte et le salarié peut se sentir en difficulté parce qu'il ne veut surtout pas, lui, être... en fait, il a peur des représailles. Donc, il y a vraiment toute cette organisation autour de la peur qui est compliquée au niveau de la prévention. Mais je vous réponds avec ma sensibilité psychologue du travail. Et là, comme on est vraiment sur des questions extrêmement, juridiques, à redéfinir. À nuancer. Oui, à nuancer. Alors,
là, nous arrivons en fin de la présentation. Donc, il est midi 35 précisément. Nous avions prévu 1 heure, donc entre 11h30 et 12h30. Ce que je vous propose, c'est là simplement sur 1 à 2 minutes, si des questions arrivaient, c'est de pouvoir les prendre dans la foulée, ce qui est le cas. J'en vois une qui arrive. Et sinon, dans les 2-3 prochaines minutes, suite à la réponse aux questions, c'est de terminer cette présentation. Alors, j'ai une question dans mes participants. S'il y a eu dépôt de plainte entre employés pour agression, est-ce que cela peut mettre la responsabilité de l'entreprise en jeu? Donc là, si je traduis, pour que ce soit… Parce que du coup, moi, je l'ai écrite. Je sais que toi, tu ne l'as pas, Cécile. Donc là, on aurait un dépôt de plainte. Donc, j'imagine qu'il y ait un contentieux entre 2 salariés. Un des 2 salariés porte plainte, ou même peut-être les 2, pour agression. Est-ce que cela peut mettre en jeu la responsabilité de l'entreprise et donc de l'employeur? Alors, si je reviens sur ce qui a été proposé tout à l'heure, hein, c'est en lien avec une situation de travail. Si ça s'organise, je n'ai pas le contenu, hein, si ça s'organise autour de l'activité de travail, sur le lieu de travail, ça concerne la prévention. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous êtes particulièrement impliqué à prévenir ce risque-là. Peut-être que ce serait… Alors, j'imagine que vous avez fait des choses, mais effectivement, qu'est-ce qui fait que ces 2 personnes en arrivent là? Et c'est ça qui serait à questionner, pour voir comment on peut faire en sorte que ça puisse s'organiser du mieux possible. Ça relève, à mon avis, de la responsabilité de l'employeur, si tant est que ce soit autour de l'activité de travail ou au sein de l'organisation du travail. Alors, du coup, je me permets de compléter. Oui. Effectivement, ce qu'il va falloir avoir à l'esprit, c'est vraiment de se dire qu'une situation délétère en entreprise, donc entre 2 salariés, parce que là, c'était vraiment l'objet de la question, si la question de l'activité, si la question du travail est en jeu et que ces 2 personnes sont en désaccord vis-à-vis d'une situation de travail quelle qu'elle soit, effectivement, il va y avoir un questionnement au niveau de l'employeur, c'est-à-dire dans quelle mesure un employeur reste responsable du bien-être santé en particulier de ses salariés. Donc, de toute manière, il pourra être questionné. Donc, rappel qui a été fait pendant la présentation, pour un employeur quel qu'il soit et quelle que soit la taille de l'entreprise, il va être nécessaire de mettre à jour ou de réaliser, si ce n'est pas le cas, son document unique d'évaluation des risques de manière à prendre en compte tous ces facteurs. Alors là, on est sur le facteur RPS, risques psychosociaux, mais même sur tous les autres facteurs, en se disant, en tant qu'employeur, je reste responsable de toutes les situations qui peuvent naître des situations de travail et des problématiques de travail. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, il sera sans doute questionné à un moment donné. J'espère que je n'ai pas dit d'énormité, mais je pense qu'on est un peu dans ce cadre-là. Oui, oui. Alors, j'ai une autre question qui arrive. Comment réagir avec un collaborateur avec un suivi psychiatrique personnel? Donc, ça veut dire qu'a priori, l'entreprise a connaissance d'un traitement psychiatrique. Relation de travail devenue très tendue, voire conflictuelle, difficulté d'établir un dialogue serein avec ce salarié. Alors, oui, vas-y. Je te la laisse comme telle qu'elle, oui. Sans reformulation, je te laisse y aller. Je vous invite, si ça n'a pas été fait, à faire une demande de visite médicale à la demande de l'employeur pour avoir un rendez-vous avec le médecin du travail et de motiver cette demande. C'est-à-dire que le médecin du travail peut vous accompagner aussi pour ce salarié-là et pour l'équipe et les collaborateurs autour. Et le médecin du travail verra si ça relève d'un accompagnement individuel ou voire même d'une possibilité d'accompagnement collectif, mais qui va au-delà de la psycho du travail. Ça peut être aussi avec mes collègues du pôle prévention. Voilà. Mais faites une demande de visite médicale à la demande de l'employeur. Là, vous êtes dans votre registre de prévention. Merci pour cette réponse détaillée.
Et alors, j'ai une autre question qui est arrivée en cours de réponse. Ah, Et oui, si les faits, donc là, on imagine que des faits se déroulent en dehors du travail et qu'un salarié émet des accusations graves, donc que ce soit des violences physiques ou sexuelles, sans pour autant porter plainte, quelle mesure peut prendre l'employeur? Est-ce que tu as tous les éléments? oui, oui, mais vous voyez, là, on est encore sur des questions juridiques. On a eu un… Ouais, vas-y. Alors, c'est vrai que c'est difficile, c'est-à-dire qu'on imagine bien, aussi bien Cécile que moi, que la situation là que vous évoquez doit être plus complexe que la phrase que je viens de, enfin la question que je viens de poser. L'idée maintenant, c'est de comprendre un peu les tenants, les aboutissants, dans quelle mesure on peut attribuer ces problématiques-là ou cette altercation, quelle qu'elle soit, quel que soit l'ordre de l'altercation, en dehors du travail, parce que du coup, il y a aussi la donnée, ce qu'on appelle en dehors du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en dehors des locaux? Est-ce que c'est hors cadre horaire? Enfin, voilà, c'est vraiment de comprendre les tenants, les aboutissants pour évaluer en fait l'impact que ça va avoir et surtout la responsabilité de l'employeur. C'est-à-dire que c'est difficile de statuer sur une question de cet ordre-là assez vague, de dire oui, responsabilité, non. On ne peut pas répondre aussi simplement et c'est pour ça que, effectivement, Cécile fait bien de revenir là-dessus souvent, l'aspect juridique, à partir du moment où on a des accusations de ce type-là, on arrive dans un cadre qui est un petit peu qui est très particulier. C'est qu'on n'est pas justement dans le cadre professionnel pur, dans le cadre de l'entreprise, dans les horaires, dans les locaux, avec une problématique d'entreprise, et qu'à partir de ce moment-là, c'est clairement, si on arrive dans des dimensions hors travail complètes, des juges qui vont pouvoir se positionner et faire le point sur la situation. Maintenant, ce qui reste vrai, c'est que si vous êtes confronté en tant qu'employeur RH, DRH, à ce type de situation et qu'elle vous remonte, j'imagine que vous pouvez vous sentir un peu démuni. Bien entendu, une des alternatives qu'on va vous recommander, vous préconiser, c'est de vous rapprocher de votre médecin du travail, de donner les éléments dont vous disposez au médecin du travail, qui n'est toujours pas juge, mais pourra vous donner un certain nombre de conseils, pourra vous orienter de manière à prendre les mesures qui soient les plus adaptées possibles. Je ne sais pas si tu as un complément, Cécile. Quoi qu'il en soit, j'imagine que ça impacte l'entreprise et l'activité. Donc, je te rejoins, oui, sur le fait qu'il est essentiel de vous rapprocher de votre médecin du travail autour de cette question. Alors, je vois que la réponse aux questions, alors, a priori, vous convient. Donc, n'hésitez pas à réagir rapidement si vous le souhaitez. Alors, j'ai évoqué toutes les questions a priori qui ont été posées à cet instant T. Ce que je vous propose, c'est de laisser une trentaine de secondes, une minute, si vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez que nous apportions une réponse. Et en attendant, je tenais alors à vous remercier tous d'avoir participé, contribué activement à ce webinaire au travers de vos questions, des échanges enfin qui sont particulièrement intéressants, et à Cécile d'avoir mené ce webinaire et cette présentation d'une très jolie manière. Donc, merci à toi. Merci de votre attention à tous. Merci. Alors, du coup, je remercie un des participants qui me met merci, sujet très intéressant. Eh bien, si ça vous a plu, c'est l'essentiel. L'objectif, je le rappelle, de cette journée, c'est pour nous, services de santé au travail, de proposer un certain nombre d'actions qui répondent à des problématiques d'entreprise, des problématiques d'employeurs, des problématiques de salariés, d'apporter du conseil, des éléments de réponse et surtout à rappeler que les services de santé au travail sont présents, donc là, efficience, parce que vous êtes nos adhérents, nous sommes présents pour vous accompagner sur toutes ces questions qui peuvent être justement un peu touchy, comme diraient certains, un peu particulières et face auxquelles des fois on se retrouve un petit peu sans réponse. Nous avons des équipes qui sont là en place pour vous répondre, donc n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail. Voilà, désolé, je la répète depuis le début, Cécile aussi, mais c'est vraiment l'interlocuteur clé qui fait le lien entre les entreprises adhérentes, les salariés adhérents
et l'équipe pluridisciplinaire au sein d'Efficience Santé au Travail. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci à vous tous et à très bientôt en espérant que ce webinaire vous a plu. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Ça y est.